monsieur, préparez vos papilles. C'est parti pour un voyage culinaire aux saveurs estivales. Et oui, cette semaine, pour célébrer l'été comme il se doit, on va mettre du soleil dans nos assiettes. Alors, quelles sont les habitudes alimentaires de nos voisins, chez nos voisins, à l'arrivée des beaux jours? Eh bien, avec qui partagent-ils tout simplement leur repas et surtout de quelle façon? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, eh bien, évidemment, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Alors, pour nous servir l'été sur un plateau, voici nos gourmets du jour. Arnaud Comte, pour commencer. Arnaud qui nous donne rendez-vous en Grande-Bretagne. Nicolas Bertrand qui nous attend en Inde, Sylvain Le Petit, notre correspondant au Liban, et enfin Arnaud Miguet que l'on rejoindra en Chine. Alors, pour le hors-d'œuvre, direction la Grande-Bretagne, où les nappes à carreaux sont de sortie dès l'arrivée des beaux jours, après quelques mois de pluie d'ailleurs. Bonjour Arnaud, la bonne nouvelle c'est que ça fait pousser le gazon et ça tombe plutôt bien. Bonjour. Parce que les Anglais adorent déjeuner sur l'herbe. Oui Laurent, et je peux vous dire qu'on l'a attendu ce beau temps et comme en France il va faire très beau ce week-end à Londres. Et regardez pour le hors-d'œuvre, ce qu'on vous a réservé ce matin, c'est cette vue magnifique, vous reconnaissez peut-être, c'est Hyde Park derrière moi avec Serpentine qui est ce lac que vous pouvez apercevoir sur lequel vous pouvez faire du pédalo, etc. Mais surtout Hyde Park, ce sont ces pelouses que les gens vont venir chercher aujourd'hui, effectivement pour pique-niquer, car les Anglais adorent pique-niquer et ils sont servis. Il y a de nombreux parcs à Londres, 8 parcs royaux. Alors il y a évidemment Hyde Park, on peut citer St James Park, Regent Park ou encore Richmond Park. Il y a le choix pour se mettre à l'ombre d'un arbre. Et contrairement à certains parcs dans d'autres capitales européennes, suivez mon regard, il n'y a pas le petit panneau, vous savez, pelouse interdite. Du coup, quand vous vous promenez dans Hyde Park derrière moi, eh bien, vous voyez effectivement beaucoup de nappes à carreaux. Et c'est même devenu, disons-le, un business puisque certains hôtels, certains restaurants proposent de vous livrer, attention, le pique-nique sur la pelouse avec même parfois un majordome. Il y a des menus en option pour les enfants, même pour les animaux de compagnie. On peut vous servir le champagne. On a testé pour vous avec Laura Calmus, Chloé Duval et Solène Grippon qui vous emmènent dans un endroit, vous allez voir, très sympa. Il suffit de quelques éclaircies pour que les parcs se remplissent. À Londres, les Anglais le savent, il pleut près d'un jour sur deux, alors mieux vaut savoir profiter du beau temps. Quelques chips, des olives, des fruits frais. En plein cœur de la capitale, Hyde Park est l'un des lieux favoris pour s'installer et pique-niquer. On peut s'asseoir dans l'herbe, on n'a même pas besoin de faire la queue pour une table, il y a de la place pour tout le monde. Il y a énormément de parcs à Londres, c'est rare de voir une capitale avec autant de parcs, alors c'est facile de se retrouver. Avec ses 8 parcs royaux, Londres a près de 47% d'espace vert contre 9% à Paris. Mais comme dans toutes les villes, pour pique-niquer, il faut faire preuve d'organisation. On a oublié tellement de choses. On n'a pas de gobelets, de serviettes, on n'a même pas de musique. Et justement, pour éviter d'être déçus, Sors-moi le pain du four, s'il te plaît. des chefs des plus grands restaurants de la capitale offrent même des pique-niques haut de gamme, 100% british. Là, je suis en train de préparer des Scotch eggs. Ce sont des œufs écossais. On prend un œuf dur qu'on emballe soit avec de la viande ou soit avec des légumes, au gré des envies. Des plats sophistiqués, faciles à déguster et des produits fraîchement coupés. Le tout soigneusement emballé pour rendre l'expérience inoubliable. C'est comme si vous mangiez un repas gastronomique au parc. Un petit luxe à 45 € par personne, livré directement au parc de votre choix. Le tout est soigneusement disposé. Ici, le client est roi. Venez, c'est juste là. Votre repas et nous avons apporté aussi des couvertures car le temps peut être changeant. Waouh, c'est magnifique. C'est incroyable, merci. J'adore les fleurs. Pour ce couple, déjeuner dehors est une pure tradition britannique inspirée par leur chère monarchie. Le soleil ne brille pas souvent à Londres. Et bien entendu, la reine organise souvent des garden parties. Et la famille royale, c'est vraiment très important pour nous. Donc nous faisons en fait honneur à la reine en faisant nos propres garden parties.
Certains iront à quelques kilomètres de Londres, à Ascot, pour assister à la plus grande course hippique du pays. La reine y va chaque année. Tous sont sur leur 31. Et pour le déjeuner, le menu est prévisible. Un pique-nique royal. Ouais, pique-nique, mais avec les petits plats dans les grands, hein, quand même, Arnaud. Comment ça se passe quand c'est à Buckingham Palace ? Ah ben, alors là, c'est grandiose. Et puis ça s'appelle la Garden Party qui a lieu chaque année. C'est la reine qui invite avec 30 000 invités à Buckingham Palace. Rendez-vous compte, 30 000 invités et quasiment autant de sandwichs, de tasses de thé, de tranches de cake. Et les invités, ils sont quand même triés sur le volet en général. Eh bien, pour avoir son précieux sésame, il faut avoir fait une bonne action, appartenir à une association qui fait dans le caritatif. Des gens du monde entier, en tout cas de nationalités différentes, qui se rassemblent pour partager, comme le disait Laura Calmus, un pique-nique royal. Et le dress code, il est d'ailleurs très strict. Pour les dames, c'est chapeau obligatoire. Et cela dit, par une journée pareille aujourd'hui, le chapeau est aussi conseillé pour les messieurs quand ils n'ont pas beaucoup de cheveux sur le crâne, si on veut évidemment éviter les coups de soleil lors du pique-nique. Laurent. Je ne vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Merci en tous les cas. Bonne chance, Arnaud. À très bientôt. Alors, pour la toute prochaine escale culinaire, nous partons maintenant en Inde, où s'il y a bien un fruit d'été qui fait l'unanimité, c'est Sa Majesté la mangue. Bonjour, Nicolas. On peut même dire que son goût déchaîne les passions dans le pays. Oui, bonjour Laurent, absolument. Écoutez, moi c'est mon 5e été ici en Inde et pourtant je suis toujours autant étonné de cette folie autour de la mangue. Et tout d'abord avec ce chiffre qui donne le tournis, 22 millions de tonnes de mangue sont produites chaque année ici en Inde. C'est bien sûr le premier producteur mondial. Regardez, je vous en ai apporté. Ces mangues-ci ont été cueillies il y a quelques jours. Alors, elles sont encore vertes, bien sûr, il faudra attendre au moins une semaine avant de pouvoir les déguster. Et vous vous dites peut-être que ces mangues n'ont pas le même aspect que les mangues que vous trouvez en France. Et vous avez raison, car ici en Inde, eh bien, il y a plus de 150 variétés de mangues différentes, différentes tailles, différentes couleurs, différents goûts. Aussi, la mangue, c'est le fruit des mois les plus chauds, c'est le goût de l'été. Et les Indiens en mettent absolument partout, y compris en coulis sur des frites ou dans des raviolis ou même avec des chips. Et oui, pas uniquement en milkshake ou avec des gaufres. Alors tout de suite, je vous propose de vous emmener dans un festival de la mangue. Et oui, ça existe, il y en a même des dizaines tout l'été ici en Inde. Regardez, c'est un reportage de Mathis Lescan et de Martin Lavielle. Juteuse et savoureuse, la mangue affole les Indiens. Ils la préparent avec minutie et la surnomment même le roi des fruits. La mangue est si importante que l'été, de nombreux festivals lui sont consacrés, un moyen de célébrer l'arrivée du fruit. Je pense que tout le monde a des souvenirs d'enfance liés à la mangue. Je me souviens quand j'étais petite, j'allais chez mon grand-père pendant l'été. Et au moins un repas était uniquement à base de mangue. C'est vraiment quelque chose d'ancré dans notre culture. Et dans chacun de ces événements, il y a des incontournables. Comme ce concours de dégustation de mangue, le but pour les participants, ingurgiter le plus de fruits en un temps record. Pour Himanshu Gupta, cette victoire est une consécration. Il l'emporte en avalant 14 tranches de mangue en 1 minute. Plus qu'un diplôme, une reconnaissance pour cet ouvrier agricole. Je suis très heureux d'avoir participé à ce bel événement. C'est l'une des expériences les plus incroyables de ma vie. Vous voulez connaître ma stratégie? Mais si je vous le dis, elle ne sera plus secrète. Mes techniques, elles sont seulement pour moi. L'Inde produit chaque année près de 20 millions de tonnes de mangue, mais seulement 1% est exporté. Le reste est consommé sur place. Dans les campagnes, comme dans les grandes villes, la mangue est partout et sous toutes les formes. Et pour ce vendeur de rue, le jus de mangue est bien le produit phare du mois de juin. Tu m'en mets 2, s'il te plaît.
La mangue est importante, c'est notre meilleure vente. Elle est spéciale parce que nous la vendons seulement 3 mois par an. Le reste de l'année, le fruit n'est pas disponible. Avec sa chair orange et son goût sucré, la mangue fait l'unanimité. C'est un symbole de l'été parce que ça a ses couleurs, vert, jaune. Et c'est aussi pour ça que les Indiens adorent les mangues. Dans l'Uttar Pradesh, l'un des principaux États producteurs de mangue, la saison bat son plein. Alors, pour cette exploitation familiale, la moisson estivale est un enjeu économique. Et même le patron met la main à la pâte. Pour nous, cette ferme, c'est toute notre vie. Et nous dépendons des mangues. Grâce à elles, nous pouvons nourrir nos enfants et c'est ce qui nous permet de payer nos employés. Pour la récolte, chacun a sa technique. Perché dans les arbres ou avec une épuisette, les journées sont longues et pas forcément bien payées. Nous gagnons 3 € par jour et nous travaillons toujours plus dur. Par rapport à la quantité de travail, nous ne sommes pas assez payés. Pour ces employés, il faudra attendre juillet et la fin de la saison pour enfin pouvoir souffler. Ça veut dire, Nicolas, qu'en été, une partie de l'économie du pays dépend directement, carrément de la culture de la mangue ? Oui, exactement. La mangue, c'est un secteur économique à part entière. Ici en Inde, le pays produit 48% des mangues de la planète. Alors, dans ces exploitations, comme on a pu en voir dans le reportage, eh bien, tout dépend du roi des fruits, comme on l'appelle ici. Et quand la météo n'est pas bonne, quand les pluies sont trop abondantes ou quand il y a une sécheresse telle que le pays en connaît pour le moment, l'Inde a été très durement touchée, eh bien, la situation peut devenir très difficile pour ces familles. Difficulté également car cette saison, la saison des mangues est très courte. Elle va de mai à juillet seulement, donc il faut aller vite et il faut faire bien avant l'arrivée de la mousson. Ce sont pendant ces 3 mois que se jouent parfois des années de travail pour les producteurs de mangue. Et au-delà du goût, j'allais dire, pourquoi la mangue est-elle aussi importante en Inde ? Il n'y aurait pas une explication religieuse par hasard ? Eh bien oui, la mangue, c'est le fruit sacré de l'hindouisme. Vous le savez, les Indiens sont très croyants, la spiritualité est partout et donc tout ce qui touche à la mangue ici prend une dimension particulière. Le manguier est le symbole de l'amour éternel. Les feuilles du manguier sont utilisées lors de cérémonies funéraires. Le dieu Shiva, le plus important d'entre tous, serait apparu aux hommes sous la forme d'un manguier. Et donc vous imaginez, depuis lors, cet arbre est vénéré. Et puis le manguier, comme les mangues, aurait même des vertus thérapeutiques. Selon certaines croyances, il serait source de fertilité. Merci beaucoup, Nicolas, ne serait-ce que parce que tout ça, ça nous donne la banane, bien sûr. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Julia Livache qui vient de nous rejoindre. Entre la toile cirée et la grande toile, ma chère Julia, eh ben, il n'y a qu'un pas. Le web semble être le meilleur allié de nos recettes d'été. C'est ça. Et sur la toile, Laurent, on parle food. Le mot anglais est devenu le terme universel pour parler alimentation sur Internet. Il est l'un des hashtags les plus partagés pendant l'été. Le hashtag food va constituer la 3e recherche la plus fréquemment tapée dans Google à partir du moment où les vacances commencent. Alors évidemment, sur Instagram, vous allez vous retrouver avec le plus grand album photo de vacances du monde. Prendre une photo de son plat, c'est devenu une courante universelle. Alors évidemment, vous avez des jeunes femmes en maillot de bain, des plages, des couchers de soleil somptueux, mais aussi et surtout des assiettes en terrasse, des découvertes gastronomiques, des crèmes glacées très appétissantes, des cocktails au bord de la piscine. Le tout, toujours sur les réseaux sociaux qui sont devenus la plus grande table du monde et aussi le guide gastronomique finalement le plus consulté. Alors, d'après une étude réalisée par le site de voyage Expedia, 1/3 des personnes interrogées reconnaissent désormais s'inspirer des publications Instagram pour choisir leurs futures vacances et aussi leurs futurs spots de pique-nique et leurs futurs restaurants. En gros, on va choisir un restaurant, une table, un lieu de pique-nique pour son potentiel Instagrammable.
Et j'imagine, chère Julia, que vous avez repéré sur la toile des tendances culinaires un peu folles, on va dire. Ah oui, j'en ai plein pour vous. On va démarrer avec le sushi donut. Alors, le sushi donut, ils ont osé. C'est vraiment la grosse tendance qui fait un carton pour les pique-niques de l'été. Le burrito sushi aussi, vous voyez, c'est des choses qui sont faciles à emporter, qui donnent envie. En tout cas, il faut avoir faim. Alors, vous avez aussi, évidemment, cette tendance pour l'apéro, les insectes. Très, très, très courant sur les réseaux sociaux parce que les insectes, eh ben, ça fait le buzz. Vous avez la crème. C'est bon. La crème de cookies, la pâte à cookies crue que l'on mange régulièrement et qu'on partage sur les réseaux sociaux, la paille comestible que vous pouvez voir là. Et alors, vous avez le spot de l'été, les glaces sur Internet. Ça s'appelle la Coton Candy, donc comme Barbe à Papa Ice Cream. Donc, c'est Barbe à Papa, glace, enfin, c'est un carton sur Internet et vous voyez, c'est très photogénique. En gros, après, plus il y a de choses à manger, plus c'est calorique, plus ça buzz. Et merci beaucoup de vous arrêter juste avant l'indigestion. Merci Julia. Alors pour le prochain coup de fourchette, direction le Liban, où le roi des soirées d'été n'est autre que le taboulé. Bonjour Sylvain, je crois savoir d'ailleurs que la recette originale est plutôt très différente de celle que nous connaissons ici en français. Et vous nous dites tout. Bonjour Laurent, en effet ici le taboulé n'a rien à voir avec ce que vous pouvez acheter dans les supermarchés en France. Ce que vous trouvez correspond plus à une salade de couscous accompagnée de quelques légumes, une variante d'Afrique du Nord du taboulé. Ici c'est tout l'inverse, ce plat est considéré comme une salade verte composée de persil, de menthe et de tomates, agrémentée de quelques grains de boulgour. Ce plat est tellement important dans la gastronomie locale qu'il existe même une journée nationale du taboulé. Pour découvrir les meilleures recettes, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Miyuki Drose et Sophie Guignon. Au bord de la Méditerranée, Beyrouth est réputée pour sa dolce vita, mais aussi pour sa gastronomie. Et s'il est un plat que l'on retrouve sur toutes les bonnes tables libanaises, c'est bien le taboulé, une salade à base de persil. Pour découvrir la recette moyen-orientale, rendez-vous avec Tania Abiel Hassan, ici en blanc. Cette Libanaise organise des cours de cuisine à domicile pour les touristes. Aujourd'hui, elle reçoit 2 Néerlandais, un père et sa fille en vacances. C'est de la coriandre? Non, c'est du persil. Pour le taboulé, il faut beaucoup de persil. Seulement du persil? C'est l'ingrédient principal. Ces apprentis cuisiniers vont commencer par l'incontournable taboulé. Et attention, du tri à la coupe du persil, tout est millimétré. Si tu haches les brins encore humides, ça devient de la bouillie. Il faut qu'il soit sec. Le couteau est vraiment proche des doigts. C'est difficile à couper. Je ne veux pas me couper un doigt. Pour compléter la salade de persil, des tomates, des oignons, de la menthe, de l'huile d'olive et seulement quelques graines de boulgour cru qui absorberont le jus des tomates. Et voilà! Une recette que Tania et sa mère ont voulu faire partager après avoir goûté le taboulé servi en Europe. Je me sens responsable de faire découvrir la vraie recette. Pour moi, ce qu'ils servent, ce n'est pas du taboulé. C'est la première chose que nous mettons sur la table. Au Liban, ce plat est une telle institution que les meilleures cuisinières du pays s'affrontent lors d'un concours annuel. Il aura lieu d'ici quelques semaines et Mona Aldor tient à s'entraîner. Regardez ces bonnes tomates. Elles sont fermes, elles ne sont pas pleines d'eau et sans pesticides. Pour la quinquagénaire, élue plusieurs fois reine du taboulé, c'est un plat parfait pour le climat de la région. Ici, il fait très chaud l'été. C'est une entrée rafraîchissante. Le citron donne de l'énergie. La menthe remonte le moral. Le persil est bon pour le cœur. L'été, on pourrait se nourrir uniquement de taboulé. Mais pour remporter la compétition, Mona rajoute un ingrédient inhabituel. Voici le secret de mon taboulé. Une recette inédite, inventée grâce à une idée de sa fille. J'avais 10 ans. Ma mère nous a demandé d'aller chercher les tomates, le persil. On a été dans le jardin et on a aussi ramené des fleurs. On les a rajoutées et on a gagné le prix du meilleur taboulé. Pendant que la famille de Mona finit de cuisiner, chez la guide, Tania, il va être l'heure de passer à table.
Qui veut du taboulé? Merci. Comme tout repas de fête au Liban, le dîner débute avec des mezzés, ces entrées qui se partagent comme des tapas et dont le taboulé reste le plus célèbre. Santé. Mais ça donne faim. Merci beaucoup, Sylvain, et surtout bon appétit. Allez, retour en France. On passe à table avec notre amie Karine Tessandier. Bonjour, Karine. Bonjour, pour commencer, Laurent, qu'est-ce qu'on trouve dans nos assiettes, nous, pendant la saison estivale? Oh Beaucoup de là choses. là. Ah oui, des fruits et des légumes. C'est vraiment l'essentiel de l'alimentation. C'est une période où on en consomme le plus de fruits pour 74% des Français et plus de légumes pour 39% des Français. Alors vous vous en doutez, avec ces chaleurs, évidemment, on a envie de frais, donc on les mange crus. Et c'est même un mouvement, la crusine. Je ne sais pas si vous connaissiez ce terme. On emploie aussi d'autres termes comme la raw food, parce que ça vient des États-Unis, ou le crudivorisme. Alors, le principe est simple, c'est une alimentation vivante, où l'on va manger vraiment l'énergie vitale du fruit, du légume. Évidemment, aucune vitamine n'est détruite. On a besoin de quoi ? Un petit économe, une mandoline, et en avant, on gagne du temps lors de la préparation des repas, et c'est vraiment bon pour la santé. Donc du coup, des vitamines, il y en a énormément dans ce type d'alimentation. C'est le cas dans les tomates, c'est la reine de la cuisine. Les tomates, ça va vite, un petit peu de mozza, de basilic, un peu de balsamique, et le tour est joué. Donc, très très bon pour la santé, tout ça. Mais oui, bien sûr. Si vous en avez un peu ras-le-bol quand même de la tomate mozza, pensez aux fraises. Vous pouvez enlever la tomate, remplacer par de la fraise. Ça se marie très bien. Bon, l'apéro a un peu gâché la fête de tous ces pique-niques et ces plats d'été, non? Oui, c'est vrai que l'apéro, c'est quelque chose qui est très français. Mais c'est quand même bien de manger plus de fruits et de légumes, même si on mange plus tout court, figurez-vous, mon cher Laurent. Il y a un sondage sur lequel je suis tombée sur Internet, c'est kitok.fr, qui a questionné 9200 personnes. Et alors là, attention, 45% des Français ont décidé de manger plus pendant les vacances. 42% des femmes prennent jusqu'à 5 kilos et 32% des hommes jusqu'à 8 kilos. Alors pour les hommes, vive l'été. Ça ne serait pas la faute au barbecue, parce que l'été, c'est synonyme de barbecue et les hommes adorent, on sait. Ouais, barbecue, apéro, surtout parce que l'apéro, vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est bien français. Savez-vous qu'il existe une fédération française de l'apéro? Vous savez ça? Non. Eh ben oui. J'arrive. ffapéro.com. Bon alors bougez pas, parce que figurez-vous qu'ils sont d'ailleurs à la recherche de partenaires pour ouvrir des supérettes apéritives un peu partout en France. C'est des supérettes où l'on trouve dans un même lieu l'ensemble des produits nécessaires à l'apéro. Donc ça, c'est plutôt bien. Quand on prend l'apéro, qu'est-ce qu'on propose? On propose à peu près 3 à 5 choses différentes. Alors, on voit apparaître les crudités, ça c'est très bien. En deuxième, ça se gâte un peu, arrivent les cacahuètes. Et en troisième position arrive la charcuterie. Eh bien oui, figurez-vous qu'il y a un pic de consommation l'été au niveau des charcuteries. Évidemment, le melon jambon cru y est forcément pour quelque chose, mais un bon saucisson, franchement, à l'apéro, c'est top. Nature, noix, aux herbes. Les Français l'adorent. Plus de 70 000 tonnes de saucissons consommées par an. C'est énorme. Bon, charcuterie, d'accord. Et puis, viande et poissons aussi, sur le grill. Voilà, barbecue. petit barbecue. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au niveau des cuisines d'été, l'équipement s'est vraiment développé. On a des barbecues, on a des braseros, des planchas, des fours à pizza. Il n'y a plus qu'à choisir. Et pour choisir, pensez bien à votre environnement. Il faut vraiment adapter le mode de cuisson à votre jardin. Pensez aussi au nombre de convives, les personnes pour lesquelles vous allez cuisiner. C'est pas pareil si on doit cuisiner pour 5 ou pour 15. Donc ça, on y pense. Et puis, si vous êtes plutôt gaz ou charbon, vous êtes plutôt quoi, vous, Laurent ? Plutôt charbon. Plutôt charbon, c'est bien parce que je me suis permise de vous inscrire à la finale, que je retrouve mon petit papier, du championnat de France de barbecue. Je sais que vous êtes un petit pro de la côtelette. Bon voilà, c'est le 29 et 30 juin au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et je suis sûre que vous allez gagner. Merci, c'est bien de le rappeler. Décidément, vous êtes toujours sur la Bresse. Vous merci, Karine. Allez, il est temps maintenant de passer au dessert avec notre correspondant en Asie. Bonjour Arnaud. Alors, le produit d'été par excellence, que dis-je, la crème de la crème, c'est quand même la glace. Et j'imagine que c'est aussi le cas en Chine. On ne déroge pas à la règle chez vous. Oui, bonjour Laurent, vous avez tout à fait raison. Quand il fait 35 degrés, comme en ce moment même ici à Pékin et que le soleil tape, rien de tel qu'une petite glace. Et il y en a pour tous les goûts. Haricots rouges, sésame, thé vert ou encore celle-ci, au petit pois. C'est pas mauvais, c'est au goût chinois.
c'est un marché, le marché de la glace, qui est ici en pleine expansion. Il y a 8 ans, les Chinois consommaient 1 litre de glace par an. Aujourd'hui, c'est 4 litres. 8 ans plus tard, en France, c'est 6, mais vous me l'accorderez, Laurent, en Chine, on est beaucoup plus nombreux. Donc c'est un marché colossal. Il y a des glaciers qui fleurissent à tous les coins de rue. La glace, une nouvelle passion chinoise. La preuve en image, on se retrouve juste après. Dans les rues de Pékin aujourd'hui, il y a affluence. Et tout le monde se précipite sur les glaces. Quand il fait chaud, j'ai toujours envie d'une bonne glace. L'été, je peux pas m'en passer. Ça m'inquiète toujours un peu de prendre des kilos. J'essaye de me limiter. C'est frais et c'est sucré. Et quand on demande à ces Pékinois d'où vient cette crème glacée, leur réponse: c'est européen ou américain? Je dirais que ça vient de France ou d'Europe. Italie? Tous les bons desserts sont européens. Du temps de la cour impériale chinoise, on faisait déjà des desserts à base de glace. Arnaud, vous n'allez quand même pas nous dire que la glace est chinoise? Alors Laurent, chinoise ou pas chinoise, telle est la question et il y a débat, et c'est un débat qui n'est pas tranché, que nos amis italiens soient rassurés. En tout cas, pour beaucoup de Chinois, la glace est bien née ici, ou dans le nord de la Chine, sur les fameuses routes de la soie. Alors pour les uns, c'est au nord-ouest, pour les autres, c'est au nord-est. Mais en tout cas, ce serait Marco Polo, célèbre explorateur au XIIIe siècle, qui a beaucoup voyagé et habité en Chine, qui aurait rapporté la recette de la glace à Venise. À l'époque, en Chine, la glace était faite avec du lait de yak. Il n'y a pas beaucoup de yak, place Saint-Marc. La glace aurait donc été faite avec du lait de vache. Reportage, en tout cas, aux sources présumées de la glace. Zhang Jie, Zhang Jin et Alix Ponsard y sont allés regarder. Nord-ouest de la Chine, sur la route de la soie. Cette route commerciale qui reliait l'Asie à l'Europe. Une route d'échange depuis la nuit des temps entre les hommes, les marchandises et les cultures. Et c'est peut-être ici, aux confins de l'Empire du Milieu, qu'a été découverte la glace. Glaces et glaciers traditionnels de nos jours ne courent plus les rues, même ici. Mais nous en avons trouvé un. Et nous ne sommes pas les seuls. C'est un goût original. C'est la spécialité de la région. Cette glace, on l'appelle la Agendas du Xinjiang. Il s'appelle Abdel. À 25 ans, il a repris le flambeau avec son frère de ce commerce de glace qu'avaient son père, son grand-père et son arrière-grand-père avant lui. Le lait de vache a remplacé le lait de yak. Il y ajoute du sucre et des œufs. Là, il y en a pour à peu près 190 litres de glace. Tout est dans la tradition. Cuisson au feu de bois, elle dure 3 heures. À cette température, le sucre va tout doucement caraméliser. La crème n'est pas encore glacée, mais il faut la travailler, écrémer et remuer, sinon tout est raté. Un tamis et cette machine, élément de modernité pour faire refroidir et solidifier la matière. Avec application et concentration, la glace est finalement prête à consommer. Aujourd'hui, on a l'électricité, mais ce n'était pas le cas avant. À l'époque, on mettait tout dans des seaux comme celui-ci. On mettait des morceaux de glace qui venaient de la rivière et on faisait tout tourner à la main comme ça, pendant des heures. Ainsi, les Chinois auraient-ils inventé la crème glacée au Xe siècle. Sous la dynastie Song, la Chine innove billets de banque, poudre à canon et glace que Marco Polo aurait ramené à Venise. Aujourd'hui, c'est en quantité industrielle que la Chine en produit. Il sort de ses chaînes, de cette usine familiale de Shenyang au nord du pays, 20 000 glaces par heure, 500 000 par jour en cette saison. Quand on pense que la glace était réservée aux gens de la cour impériale ou de la haute société, c'est devenu aujourd'hui un produit tellement populaire que tous les gens en consomment. Direction, le laboratoire de l'usine. Travail des goûts et des couleurs. Il y a déjà 200 sortes de glace. Mais dans ce marché ultra compétitif, celui qui aura trouvé la glace qui ne fond pas aura gagné.
Les Chinois sont persuadés, là encore, qu'ils seront les premiers. Alors, si je résume, la Chine est le plus gros consommateur, le plus gros producteur, donc le marché de la glace doit peser très très lourd dans le pays. En 2025, Laurent, lorsque les Chinois auront peut-être trouvé la recette de la glace qu'ils ne font pas, le marché pèsera 20 milliards d'euros. Il pèse déjà aujourd'hui 10 milliards d'euros. C'est absolument colossal. Une glace comme celle-ci, vous voyez, j'en ai changé, j'ai déjà fini la précédente, c'est à peu près 7 centimes d'euros et ça peut aller évidemment jusqu'à 7 euros. Ce sont les marques étrangères qui dominent le marché. Il n'y a que 17% de marques chinoises et en particulier, ce sont les marques italienne pour rendre à César ce qui est à César. Mais en tout cas, la glace fait fondre les Chinois. Vous êtes plutôt piment rouge ou petit pois? Moi, j'ai changé, j'ai pris glace à la vanille. Ben voilà, on reste donc sur les basiques. Merci beaucoup Arnaud, bonne dégustation et surtout bonne digestion. Madame, monsieur, le festin touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants pour ces reportages pleins de fraîcheur, de couleurs, de saveurs. La semaine prochaine, autre thème, on partira de bon matin, on partira sur les chemins à bicyclette ou à pied d'ailleurs. Et nous irons à la découverte de paysages hors du commun où la nature règne en maître. Rendez-vous donc samedi prochain pour un vrai bol d'oxygène. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à 6h30. D'ici là, vous passez toutes et toutes un excellent week-end.